Les signes avant-coureurs étaient là bien avant que Sean Pomrenka ne soit connu sous le nom de Mr. Gold sur Bering Sea Gold. Les problèmes judiciaires, les rapports de police et les accusations de mauvais traitement laissaient entrevoir un côté plus sombre, soulevant des questions parmi les initiés, les mineurs et les fans. Pourtant, malgré les titres troublants, les caméras ont continué à tourner, et les téléspectateurs n'ont pas pu détourner le regard. La véritable histoire de Sean Pomrenka est plus choquante que beaucoup ne le pensent. Sean Pomrenka est né le 26 mars 1975 à Nome en Alaska, un endroit rude et impitoyable caractérisé par des hivers brutaux, des problèmes d'infrastructure et la menace imminente de voiles blancs, de blizzards et d'inondations. Pour la plupart des gens, c'était loin d'être l'endroit idéal pour élever une famille, mais pour Sean, c'est devenu le fondement d'un destin lié à l'une des industries les plus dangereuses du monde. Il avait l'exploitation minière dans le sang. Son père, Steve Pomrenka, s'était déjà frayé un chemin dans ce domaine et Sean l'a suivi de près. À l'âge de 14 ans, il avait déjà commencé à se forger une carrière dans l'extraction de l'or. L'histoire de Pomrenka n'a cependant pas commencé en Alaska. Steve a grandi dans le Minnesota, où il a travaillé comme mécanicien diesel à St. Cloud, avant de se lancer dans le camionnage et de diriger un atelier de réparation dans les villes jumelles. Il a épousé Catherine M. Gray et ils ont eu 3 enfants, Sean Eric et Nikki. Mais en 1986, à la naissance de Nikki, Steve a déraciné toute sa famille et s'est installé à Nome après avoir accepté un emploi de mécanicien dans une entreprise de construction. Son talent pour remettre en état les machines en panne l'oriente bientôt vers l'exploitation minière. Alors qu'il travaillait à Nome, Steve a découvert son premier or à Anvil Creek et a été instantanément pris de la fièvre de l'or. Cette première découverte a fait naître un rêve. Il a imaginé un empire minier familial qui assurerait leur avenir. Il finit par fonder Northwest Gold Diggers LLC en nommant sa femme Christine et son fils Sean copropriétaire. Mais le succès n'est pas venu facilement. Sa première entreprise minière l'a presque conduite à la faillite, ce qui lui a rappelé à quel point les fortunes peuvent s'envoler rapidement dans ce secteur. Ses premières expériences ont inculqué à Sean une détermination à prendre des risques et une fascination pour la recherche de l'or. Alors que d'autres enfants se préoccupaient de jeux, Sean a appris à utiliser des machines lourdes, à lire les formations géologiques et à maîtriser les techniques minières sous-marines dans la mer de Bering. L'exploitation minière est devenue son terrain de jeu et l'histoire des découvertes d'or de Nome son héritage. Nome elle-même n'était pas une ville minière ordinaire. De l'or y a été découvert pour la première fois en 1898 à Anvil Creek par les 3 Suédois chanceux, ce qui a déclenché l'une des ruées vers l'or les plus étranges et les plus frénétiques d'Amérique du Nord. Contrairement à d'autres villes champignons, l'or de Nome était facile d'accès, reposant dans le sable des plages, attendant d'être ramassé. En 1900, la ville comptait près de 20 habitants, devenant ainsi la plus grande ville d'Alaska à l'époque. L'historien Terence Cole a décrit Nome comme l'une des villes de la ruée vers l'or les plus étranges de l'Ouest américain. Au fil des décennies, ces mines ont produit plus de 3,6 millions d'onces d'or. C'est dans ce monde que Sean Pomrenka a grandi, un lieu où l'or est à la fois une opportunité et une obsession, où des fortunes se construisent et se perdent en une nuit, et où le risque est le prix de la survie. Alors que son père passait le flambeau, Sean était prêt à faire progresser l'héritage minier de la famille. Mais l'ambition s'accompagne d'ombre, batailles personnelles, problèmes juridiques et une réputation qui finira par rendre son histoire aussi turbulente que la mer de Bering elle-même. Avec un équipement de base, n'importe qui peut faire fortune. C'est précisément le genre de chance dont le Pomrenka a désespérément besoin. La communauté est prospère et les travailleurs exploitent pendant l'été les eaux de Norton Sound.
Chaque jour qui passe est une opportunité pour les mineurs. Une once d'or vaut 1 800 $. Certains mineurs chanceux ont la possibilité d'engranger 10 000 $ par semaine. En créant sa propre entreprise de dragage à Nome, en Alaska, Sean s'est forgé ce que beaucoup considéraient au départ comme une solide réputation pour son éthique du travail. L'activité de Pumarang s'articule autour de son navire amiral, le Christine Rose, nommé d'après un parent de Steve. Il s'agissait d'une drague excavatrice montée sur une barge capable de travailler près du rivage et de creuser jusqu'au fond marin riche en or. Elle a été très efficace et a joué un rôle important dans leur succès. La Christine Rose leur a permis d'extraire plus facilement de grandes quantités d'or en une seule fois. Une autre recette de leur succès a été de se concentrer sur les opérations de dragage à grande échelle. Cela contrastait avec les nombreuses opérations à petite échelle auxquelles les mineurs traditionnels de Nome s'étaient habitués. En se lançant dans le dragage à grande échelle, ils pouvaient traiter plus de matériaux dans un laps de temps plus court. Cette technique nécessitait des investissements plus importants en termes d'équipement d'équipe et d'infrastructures. C'est là qu'intervient leur chance avec Christine Rose. Elle possédait de puissantes dragues aspirantes capables de déplacer d'énormes quantités de sable et de sédiments du fond de l'océan. Cela a permis au Pumarang de se distinguer dans le domaine de l'exploitation minière. Il était clair que l'approche de Sean à l'égard de l'entreprise était très différente de celle de son père. Il l'abordait avec des méthodes agressives visant à maximiser les profits. Les mineurs traditionnels de Nome abordaient l'exploitation minière avec un sens du respect et de la coopération. Pour eux, l'exploitation minière était davantage une affaire de communauté qu'une stratégie financière. Ils partageaient des informations sur les zones prometteuses et s'entraidaient en cas d'urgence, mettant en péril la vie ou l'activité de l'entreprise. Sean est venu avec une mentalité plus compétitive. Il voulait gagner plus et ne se souciait pas que cela se fasse au détriment des autres mineurs. Très vite, les tensions ont commencé à monter. Au début, c'était subtil. Sean a commencé à quitter le code de conduite non écrit de l'industrie de Nome. Les mineurs ont remarqué ces changements dans la façon dont Sean dirigeait son entreprise et dans ses relations avec les autres mines. Il semblait vouloir à tout prix augmenter ses marges bénéficiaires. Les mineurs locaux ont commencé à exprimer leur malaise face à la volonté de Sean de repousser les limites que les autres membres de la communauté respectaient en matière d'impact sur l'environnement et d'étiquettes minières traditionnelles. Il ne s'agissait pas de pratiques de travail illégales ou contraires à l'éthique, mais elles laissaient présager quelque chose de plus infâme. Là où il y a de la fumée, il y a presque toujours du feu. Sean rompait l'équilibre au sein de la communauté, mais personne ne pouvait faire ou dire quoi que ce soit à ce sujet. Il n'y a rien de mal à gérer une opération à grande échelle. Le problème, c'est la manière dont il a décidé de la mener. Outre les interactions commerciales, les préoccupations environnementales ont commencé à s'accumuler. Les gens s'interrogent sur l'impact de son activité sur la faune et la flore locale. Des rumeurs ont circulé faisant état de l'impact de ces activités sur les populations de poissons, la qualité de l'eau et la stabilité côtière. Personne ne se plaignait officiellement de ces choses, mais elles contribuaient au malaise de la communauté. C'est peut-être par respect pour Steve le patriarche des Pomrenka qu'ils sont restés silencieux et ont regardé Sean progresser dans son ascension vers la domination et la richesse. L'exploitation minière à Nome fonctionnait traditionnellement sur la base de poignées de main d'accords informels et d'un sentiment de respect mutuel pour les concessions et les opérations. Mais Sean, craignant d'être escroqué par ceux-là même qui l'ont vu grandir dans l'entreprise, a introduit des approches légales. D'autres mineurs s'y sont mis, et Sean a resserré ses tactiques. Il n'était pas disposé à accepter une quelconque forme de coopération informelle. Il s'agissait peut-être d'une sage décision commerciale, mais elle ne lui a pas été favorable s'il avait un jour besoin d'aide. Les relations d'affaires au sein de la communauté ont commencé à se détériorer. La communauté minière a également remarqué un comportement conflictuel. Sean apportait une énergie différente à Nome qui n'était pas préparée à ce changement. Les signes avant-coureurs. Pas mal. Givrage. Je me demande à quoi ressemble le myrte. L'année 2012 a été un tournant pour Sean.
Ce qui n'était qu'une préoccupation diffusée de bouche à oreille au sein de la communauté est devenu une affaire judiciaire publique. Sa réputation commence à prendre forme aux yeux du public. Tous les signes, sa nature agressive, son esprit de compétition et son énergie négative à l'égard de ses collègues ont commencé à prendre un sens. Tout a commencé par un incident survenu en décembre. Sean a heurté un piéton transportant des provisions alors qu'il sortait en marche arrière d'une aire de stationnement. Au lieu de sortir de la voiture pour vérifier si la personne était gravement blessée, il a pris la fuite. En conduisant, il a levé le pouce aux spectateurs de la scène tragique. Sean a été arrêté pour 4 chefs d'accusation différents, et cette fois son caractère épouvantable l'a privé de l'aide des autres mineurs. Il faut un certain degré d'insensibilité pour frapper quelqu'un et s'enfuir sans s'excuser. Il est apparu que Sean avait cette insensibilité en surplus. La communauté de Nome était sous le choc. Ce n'était pas la dureté habituelle de l'industrie minière. Sean opérait à un niveau presque inhumain. Les charges retenues contre Pomrenka racontent toute l'histoire. Il a été accusé d'avoir consommé de l'alcool en état d'ébriété, d'avoir omis de se rendre sur les lieux d'un accident, d'avoir conduit sans assurance et d'avoir commis une agression au 3e degré. Chaque chef d'accusation constitue un échec distinct sur la voie qu'il a suivie pour agir en citoyen bien intentionné. Il a fui les conséquences de ses actes et a tenté de faire des économies sur le plan juridique. Sean Pomrenka a montré à Nome qui il était vraiment. Nome ne prenait pas le panneau au sérieux. La réaction de la communauté a été rapide et négative. Les habitants de Nome qui avaient travaillé aux côtés de Sean ou qui connaissaient sa famille se sont déclarés choqués et déçus. La couverture médiatique locale a attiré l'attention sur l'incident et de nombreuses personnes ont commencé à s'exprimer sur le sujet. Il ne s'agit pas d'une simple erreur. Il s'agit d'une combinaison intentionnelle de mauvaises décisions qui a mis une autre personne en danger. L'image de Pomrenka souriant et levant le pouce alors qu'il s'éloignait en voiture de la personne qu'il venait de blesser était tout ce dont tout le monde pouvait parler. Quelle conscience avait-il pour commettre un acte aussi confortable? Quelle conscience avait-il tout court? Mais l'incident de décembre 2012 n'était pas la première fois que Sean était confronté à la violence cette année-là. Plus tôt dans l'année, il avait été impliqué dans une bagarre de bar au cours de laquelle il avait été poignardé dans le dos et hospitalisé. Bien que les détails de ce qui a déclenché la confrontation ne soient pas clairs, l'incident a suivi un modèle de comportement conflictuel que les autres mineurs avaient observé depuis un certain temps. Après une escalade verbale, quelqu'un a sorti un couteau et Sean a fini par passer du temps à l'hôpital pour se remettre de ses blessures. Certains observateurs pensent que la bagarre dans le bar a pu être déclenchée par la jalousie suscitée par le succès de Sean avec la drague Christine Rose. D'autres pensaient qu'il devait s'agir d'autre chose. Sean a toujours pensé que la communauté était jalouse de lui. Il a fait tout ce qu'il a pu pour rester au sommet du jeu et les empêcher d'être jaloux. Ce n'était qu'un autre signe de son comportement agressif. Partout où Sean allait, quelqu'un était blessé. L'incident du coup de couteau et le délit de fuite signifient que Sean ne crée pas d'ennui. Il était lui-même perturbé. D'autres mineurs ont commencé à s'inquiéter de travailler avec lui ou autour de lui. Sean n'avait que peu de sympathie, et s'il tombait dans une situation précaire en travaillant pour lui, leur survie ne dépendait que d'eux. Quels que soient les principes défendus par les mineurs, Sean les a détruits. Il avait des antécédents de bagarres physiques et avait prouvé qu'on ne pouvait pas lui faire confiance lorsqu'il s'agissait du bien-être de quelqu'un d'autre que lui. Dans les mines des vies et des moyens de subsistance sont toujours en jeu. On peut être en train de draguer de la glace ou de lutter contre des sables mouvants, et Sean peut regarder ailleurs. En 2013, il a été arrêté pour une nouvelle conduite en état d'ivresse. Cette fois, la situation était plus alarmante. La police l'a arrêté après avoir constaté qu'il roulait à plus de 100 miles à l'heure sur l'autoroute Noms. Il refusait également d'utiliser les clignotants lorsqu'il changeait de voie. Kelly s'est procuré une barge d'excavation. Il a dû trouver une faille pour accéder au Tom Cog. Tout cela s'est déroulé alors que Sean était sous l'emprise de l'alcool. Lorsque les policiers ont effectué un alcootest, Pomrenka a dépassé de près de 2 fois la limite légale
du taux d'alcoolémie. Il ne pouvait pas conduire correctement un véhicule dans l'état où il se trouvait. La vitesse extrême et l'alcool étaient une combinaison mortelle, et beaucoup se demandaient s'il avait même conscience de la valeur de sa propre vie. Les arrestations répétées pour conduite en état d'ivresse ont fait de Sean un contrevenant régulier à la loi. Cela a eu ses propres conséquences juridiques. C'est à Sean de décider s'il veut ou non changer de voie, mais il ne semble pas très enthousiaste à l'idée de le faire. Les initiés de l'industrie ont finalement commencé à faire part de leurs préoccupations. Nombreux sont ceux qui ont protesté discrètement pendant tout ce temps afin d'éviter d'éventuelles représailles, mais la situation est devenue incontrôlable. Les fournisseurs d'équipements miniers ont fait état de retards de paiement et de litiges. D'autres exploitants de drague ont fait part de confrontations agressives et de pratiques commerciales douteuses. Il s'est créé une réputation. Il était riche, grand et méchant. Personne ne pouvait le contrarier. Il fonctionnait selon un principe différent. Ce principe laissait entendre que son succès lui donnait le droit d'agir comme il l'entendait et d'ignorer toute responsabilité ou obligation de rendre des comptes. Les autres acteurs de Bering Sea Gold ont commencé à prendre subtilement leur distance avec lui au cours de cette période. Alors qu'ils ne pouvaient pas critiquer ouvertement une co-star sans risquer leur propre position dans l'émission des observateurs attentifs, on notait que l'énergie chaleureuse distribuée à tout le monde dans l'émission a commencé à se refroidir de manière drastique. Certains mineurs n'étaient pas enthousiastes à l'idée de converser avec Sean ou de faire des affaires avec lui. Ses démêlés avec la justice et son comportement agressif commençaient à peser sur ses relations professionnelles, ce qui n'est jamais bon pour un mineur. Les mineurs ont toujours eu besoin de leur personnel. L'exploitation minière en elle-même comporte de nombreux risques, et être capable d'y faire face signifie que l'on peut compter sur des mains compétentes à chaque fois que l'on a besoin d'aide. Sean coupait inconsciemment les liens qui l'unissaient aux autres mineurs du secteur. Les milieux d'affaires locaux ont également commencé à s'inquiéter de ses activités. Son entreprise minière a été confrontée à des questions concernant des pratiques commerciales douteuses qui allaient au-delà de l'agressivité concurrentielle habituelle. Les conflits avec les partenaires et les employés sont devenus plus fréquents et plus publics. Les fournisseurs d'équipements ont fait état de problèmes pour se faire payer à temps ou pour régler des litiges contractuels plus fréquents dans l'exploitation de Sean que dans d'autres entreprises minières. Les violations des règles de sécurité sont devenues une autre source d'inquiétude au sein de l'industrie. L'exploitation minière est un travail dangereux par nature et la communauté dépend du respect par tous des protocoles de sécurité afin d'éviter les accidents et les blessures. Des rapports ont commencé à faire surface sur des problèmes de maintenance des équipements, des problèmes de raccourcis de sécurité et des pratiques sur le lieu de travail qui mettaient en danger la vie de Sean et d'autres mineurs. Des signaux d'alarme financiers sont également apparus au cours de cette période. Des problèmes de trésorerie sont apparus lorsque les entrepreneurs ont signalé des retards de paiement et que les fournisseurs se sont plaints de factures impayées. Ces dettes impayées concernaient des entrepreneurs et des travailleurs qui dépendaient de ces paiements ponctuels pour subvenir aux besoins de leur famille. Il était ironique que cette personne qui plaçait le profit au-dessus de tout soit si avare de payer pour les services qui lui avaient été rendus. L'aspect intéressant de la vie à Nome est qu'il s'agit d'une petite communauté et que la nouvelle se répand rapidement. Les gens ont commencé à entendre que Sean ne parvenait jamais à payer ses factures, ni à remplir les obligations financières liées à la gestion d'une entreprise de grande envergure. Cela a incité un plus grand nombre de personnes à garder leur distance. Il y avait aussi la question de l'assurance et de la caution. Une assurance adéquate est nécessaire pour les travailleurs miniers et leur offre une protection lorsque des opérations minières dangereuses tournent mal. Comme tous les autres aspects de sa vie, la couverture d'assurance de Sean était malhonnête. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur ce qu'il adviendrait de ses travailleurs ou de son entreprise si ces activités causaient de graves dommages à l'environnement.
À la fin de cette période, les avertissements n'étaient plus de simples avertissements. Tout le monde pouvait voir les problèmes de Sean. Son habitude de semer le désordre sans remords représentait un risque plus grand pour Nome, et pas seulement pour lui. Quelqu'un de puissant ou de riche était-il prêt à arrêter cet ouragan Palmrenka, ou allait-il emporter tout le monde dans ses terribles conséquences? Les conséquences. Nous ne parlons pas beaucoup, alors ce sera intéressant. Sean Palmrenka est prêt. Lorsque les signes avant-coureurs concernant Sean Palmrenka ont commencé à se manifester il y a plusieurs années, de nombreuses parties ont eu la possibilité d'agir, mais ont choisi d'ignorer les avertissements. La chaîne Discovery Channel était au courant de tous ces problèmes juridiques. Au début, les médias ont annoncé que l'une des vedettes de l'émission de Discovery Channel, Baring Seagold, avait été arrêtée pour conduite en état d'ivresse après avoir percuté un piéton en marche arrière et pris la fuite. Il ne s'agissait pas d'un incident caché. Il est survenu alors que l'émission venait de commencer. À l'époque, il a généré une certaine presse pour l'émission. Selon le dicton populaire, toute presse est bonne à prendre. Les producteurs de l'émission avaient donc besoin de toute la presse possible pour maintenir l'audience à un niveau élevé. La chaîne a pris une décision commerciale claire en gardant Sean comme personnage central malgré ses problèmes juridiques. Ils ont poursuivi le tournage malgré de nombreuses arrestations, des comparutions devant les tribunaux et des problèmes juridiques de plus en plus nombreux. La production a monté les épisodes d'une manière qui a souvent minimisé ces controverses ou les a présentés comme des revers mineurs plutôt que comme de sérieux signaux d'alarme concernant le caractère et le jugement. La chaîne Discovery Channel ne jurait que par le divertissement. Il fallait bien que quelqu'un soit la star de l'émission, et les projecteurs se sont braqués sur Sean. Sa nature agressive a permis de créer une intrigue dramatique, créant ainsi une télé-réalité attrayante. La chaîne a négligé de graves problèmes et l'a maintenu en tête d'affiche de l'émission à la manière d'Hollywood, qui privilégie l'audimat à la promotion d'un comportement dangereux. La sécurité à Nome est devenue incertaine. Sean enfreignait presque tous les codes et s'en tirait à bon compte. Certains ont commencé à penser qu'il n'y avait probablement pas de conséquences à un comportement douteux à Nome. 2 lycéens de Nome ont même intenté un procès à l'une des principales sociétés minières de Nome après que leur véhicule a heurté un câble attaché à une drague située de l'autre côté de la route. La sécurité n'est plus seulement l'affaire des mineurs. Elle concerne désormais les citoyens ordinaires dans leurs activités quotidiennes. Les mineurs locaux ont fait part de pratiques commerciales agressives, de normes de sécurité douteuses et d'un comportement conflictuel. Les fonctionnaires municipaux et les organismes de réglementation ont traité des questions de permis, des préoccupations environnementales et des violations de la sécurité liées aux activités de Sean. Les fonctionnaires locaux avaient une connaissance directe de ces problèmes, mais n'avaient guère le pouvoir d'empêcher une chaîne de télévision d'accorder à Sean une place aussi importante. Leurs avertissements ont été largement ignorés par ceux qui étaient incapables de prendre des décisions différentes à l'égard de Sean, mais ces choix devaient finir par le rattraper un jour, et c'est ce qui s'est passé. Le 19 mars 2019, Pomeranka Mining LLC a déposé une demande de mise en faillite. L'entreprise était en train de s'effondrer financièrement. La demande a été déposée auprès du tribunal des faillites de l'Alaska. Ce dépôt n'a pas vraiment été une surprise. La façon dont Sean dirige l'entreprise a toujours suscité des interrogations. Il avait choisi de ne pas gérer les choses comme le faisait son père et les avait réduites à néant en cherchant à maximiser le rendement par tous les moyens. Il y a eu beaucoup de problèmes juridiques. Des employés ont perdu leur emploi, des investisseurs ont perdu leur argent, et une communauté a souffert des mauvaises décisions d'un PDG. Des documents judiciaires ont révélé des allégations de retrait non autorisés sur des comptes et d'autres irrégularités financières qui ont donné l'image d'une mauvaise gestion des activités de l'entreprise. Les documents judiciaires mentionnent des retraits non autorisés d'une valeur de 52 $. C'est l'une des nombreuses irrégularités financières qui ont contribué à l'effondrement de l'entreprise. Les finances personnelles de Sean ont été mêlées à ses problèmes professionnels,
ce qui l'a conduit à une ruine financière précoce. Il y a beaucoup de choses dont l'exposition à la télévision ne peut sauver quelqu'un, et c'est le cas ici. Face à une réputation entachée et à des batailles juridiques qui pourraient lui apporter son soutien. Pas ses collègues miniers, c'est certain. La procédure de faillite a révélé l'ampleur des problèmes financiers qui s'accumulaient depuis des années. Les batailles juridiques ont consommé du temps et des ressources, rendant difficile la reconstruction ou le redémarrage de l'entreprise. Les conséquences se sont étendues bien au-delà de Sean lui-même. Les parties lésées à la suite de divers incidents ont subi des préjudices physiques et financiers. Lorsque l'entreprise s'est effondrée, les entrepreneurs et les employés non rémunérés ont été confrontés à des difficultés économiques. L'ensemble de la communauté de Nome a perdu confiance dans la réglementation de l'industrie minière et dans la responsabilité de l'industrie de la télévision. La société Bering Sea Gold. Ils ont déjà creusé la deuxième couche d'argile. Nous n'atteignons jamais la deuxième couche d'argile. Leur tranchée a une profondeur de 20 pieds. Bering Sea Gold est une série télévisée de télé-réalité qui a été diffusée pour la première fois sur Discovery Channel le 27 janvier 2012. L'intrigue de la série est centrée sur des mineurs à la recherche d'or sur les fonds marins autour de Nome en Alaska. La série explorait la façon dont ces mineurs survivaient aux conditions climatiques difficiles et aux atterrissages dangereux dans la mer de Bering. Parfois les mineurs trouvèrent de l'or. Parfois, ils ont dû faire face à des pertes considérables. C'est l'histoire des mineurs en Alaska. La société Bering Sea Gold a été créée par les créateurs de l'émission de télé-réalité Deadliest Catch. Discovery Channel a trouvé son bonheur en associant des conditions de travail extrêmes à des enjeux financiers importants. Le concept de l'émission est né de l'exploitation de mines d'or dans les eaux côtières de Nome. Ils ont observé les mineurs utiliser des dragues aspirantes pour extraire l'or du fond de l'océan. Les créateurs de l'émission ont compris que ce risque était un excellent moyen de faire de la télé-réalité. Ces personnes ont risqué leur vie et leurs économies au nom de l'or. La série a également mis en lumière le travail maritime et tout ce qui entoure le commerce de l'océan. L'Alaska a une longue histoire avec l'or qui remonte à 1899. Il était donc facile d'en tirer profit pour l'émission. L'émission a été divisée en deux et la saison de dragage d'été a été diffusée au printemps sous Bering Sea Gold et la saison de dragage de printemps a été diffusée à l'automne sous Bering Sea Gold Under the Ice. Cela a permis à la chaîne de maintenir une programmation tout au long de l'année. Les mêmes acteurs ont participé aux deux émissions, mais ils ont dû relever des défis différents en raison des conditions saisonnières. Les épisodes d'été mettent généralement en scène des plongeurs travaillant dans des eaux plus chaudes, tandis que la saison d'hiver présente le risque supplémentaire de la plongée sous glace. Cette saison, les mineurs ont creusé des trous dans l'épaisse glace de mer pour accéder au sol. La production a suivi plusieurs opérations minières simultanément, créant un drame naturel grâce à la concurrence et aux différents degrés de réussite. Certains ont trouvé de l'or, d'autres de la glace. Il était passionnant de suivre les victoires de chacun. Il est difficile d'en dire autant de la production. Les émissions de télé-réalité de cette envergure coûtent entre 400 000 et 1 million de dollars par épisode. L'éloignement de l'Alaska, le matériel de tournage sous-marin spécialisé, les équipes de sécurité et la nécessité de suivre plusieurs exploitations minières dans la mer de Bering ont probablement fait grimper les coûts de production à l'extrémité supérieure de cette fourchette. L'émission a nécessité un équipement marin important, des caméras sous-marines, des séquences filmées par des drones et une coordination avec les autorités américaines. Coast Guard pour les protocoles de sécurité. La production devait également tenir compte des conditions météorologiques difficiles qui pouvaient interrompre le tournage pendant plusieurs jours, ce qui allongeait le calendrier de tournage et augmentait les coûts. En octobre 2024, 224 épisodes de Bering Sea Gold avaient été diffusés. L'émission a maintenu un taux d'audience constant pour Discovery Channel. La série a attiré entre 800 000 et 1,5 million de téléspectateurs par épisode
ce qui en fait une série solide dans la gamme des émissions de télé-réalité de Discovery. L'accueil réservé par le public à Bering Sea Gold a été mitigé, mais généralement positif parmi les téléspectateurs de la télé-réalité. Les fans ont adoré le danger réel et les enjeux importants liés à l'extraction d'or sous l'eau. L'émission était plus réaliste que d'autres émissions de télé-réalité. Les critiques ont noté le format répétitif de l'émission. L'intrigue est restée essentiellement inchangée. Le dragage de l'or a gardé la même routine et les conflits passés ont perdu leur intérêt initial. Les groupes de défense de l'environnement ont parfois critiqué l'émission, estimant qu'elle pouvait rendre glamour des activités qui perturbent les écosystèmes marins. Il y a également eu à l'occasion des drames fabriqués entre les membres de la distribution pour que l'intrigue reste attrayante. Parfois, il n'y a pas eu besoin de fabriquer grand-chose parce que les acteurs comme Sean ont suscité la controverse. Les préoccupations environnementales étaient au cœur de la controverse. Les critiques ont fait valoir que le dragage par aspiration endommage les habitats des poissons et perturbe les écosystèmes marins. Le département de la pêche et de la chasse de l'Alaska a même dû mettre en place une réglementation stricte des opérations de dragage. Les incidents de sécurité ont également suscité la controverse. Plusieurs membres de l'équipe ont été blessés pendant le tournage, notamment à cause de la maladie de décompression et de panne d'équipement. Compte tenu des pertes subies par de nombreuses expéditions d'or, on peut se demander si ces maladies et ces problèmes juridiques en valent la peine. Certains ont dénoncé les mineurs, affirmant que l'or montré à la télévision comme étant le fruit d'une journée de dragage est en réalité de l'or recueilli après des semaines de dragage. Cela a pour but de rendre les victoires plus lucratives et plus glamour. D'anciens acteurs ont même affirmé que les producteurs encourageaient les conflits. Les problèmes de Sean ne pouvaient pas être un problème pour eux parce qu'ils renforçaient l'intrigue. L'émission a également été critiquée pour ne pas avoir suffisamment montré les efforts de restauration de l'environnement que les mineurs responsables entreprennent après leurs opérations. Discovery Channel a continué à diffuser d'anciens épisodes de la série dont la production se poursuit. Au fil du temps, la série s'est adaptée à l'évolution des réglementations relatives aux préoccupations environnementales. Tant que la série sera rentable, Discovery ne l'abandonnera pas de sitôt. La série a accueilli de nombreux acteurs au cours de son existence, certains devenant les favoris des fans, d'autres partant en raison de difficultés financières ou pour des raisons personnelles. Emily Riddell est l'un des membres les plus en vue de la série. Elle est active sur les médias sociaux et compte plus de 245 000 adeptes sur Facebook. Elle a baptisé sa drague d'exploitation l'Heroica et est devenue une porte-parole radicale des pratiques minières responsables. Sean Pomrenka reste actif dans le secteur minier et continue à participer à l'émission. Son entreprise s'est relevée des problèmes juridiques et des réactions négatives et a continué à prospérer. D'autres membres de la distribution ont connu des succès plus ou moins importants. Certains ont quitté l'industrie pour se consacrer au divertissement. Certains se sont lancés dans des activités commerciales telles que la vente d'équipements. D'autres ont souffert financièrement d'avoir pris de mauvais risques. La plupart des acteurs gagnent davantage grâce à l'émission qu'à l'exploitation minière. Ils complètent leur offre par des conférences et des parrainages dans les médias sociaux. À l'ère du numérique, le meilleur moyen de gagner de l'argent est de passer par les médias. Les mineurs ont connu différents types de succès, mais le parcours de Sean Pomrenka est une leçon pour tous les jeunes mineurs ambitieux. Que pensez-vous de l'approche initiale de Sean dans le secteur minier? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager et de vous abonner à cette chaîne.